tout le monde, bienvenue à l'Institut de biologie structurale. Je m'appelle Odile et je serai la modératrice de ce live. Alors, pour me situer en vitesse, je suis chargée de la communication de cet institut, mais je suis de formation initiale scientifique. J'ai travaillé quelques années dans les laboratoires de l'IBS et donc je pourrais vous donner un point de vue un petit peu différent de nos chercheurs. Mais aujourd'hui, excusez-moi, la présentation, voilà. Nos interlocuteurs principaux, ce seront Dominique Marion et Jennifer Trouvé. Donc, Dominique, il a créé le laboratoire de résonance magnétique nucléaire de l'IBS en 1990. Il y a travaillé donc une trentaine d'années et maintenant il est en retraite, mais il nous aide pour les opérations comme la fête de la science. Et puis Jennifer Trouvé, elle est en thèse, en dernière année de thèse, et c'est une spécialiste de la paroi des bactéries et d'une technique qui s'appelle la microscopie super résolution, dont elle va vous parler tout à l'heure. Donc après chacune de leurs interventions, vous aurez la possibilité de leur poser des questions, on a du temps. Et puis, du coup, je vais laisser la parole à Dominique pour démarrer, pour qu'il vous explique comment fonctionne un institut de recherche et puis les divers métiers qu'on peut y trouver. Et je vous dis à tout à l'heure. À toi, Dominique. Je vais enlever ma présentation. Voilà, tu puisses mettre la tienne. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des activités de recherche de l'Institut de biologie structurale. Donc, dans le mot Institut de biologie structurale, vous voyez biologie, ça veut dire qu'on s'intéresse à tout ce qui concerne le vivant. Et structural, ça veut dire qu'on va essayer de comprendre la structure ou autrement dit, d'avoir une photographie des objets qu'on regarde. Quand vous avez une photo d'un moteur, par exemple, ou une coupe détaillée, vous comprenez comment il fonctionne et vous pouvez éventuellement le réparer. Alors, notre institut est sur Grenoble et il est cofinancé par 3 organismes de recherche. Le premier, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Le second, c'est le CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique. Et la troisième contribution, c'est l'Université Grenoble-Alpes, qui n'est pas stricto sensu un organisme de recherche, mais est plutôt une université. Alors, pour nous situer géographiquement, vous voyez ici ce qu'on appelle le polygone scientifique sur Grenoble. C'est une vue aérienne. Il y a un très gros anneau qu'on appelle l'ESRF. C'est une machine européenne qui produit de la lumière. C'est un synchrotron. À côté de ça, vous voyez un deuxième gros bâtiment sur lequel il écrit ILN. C'est l'Institut Laoué-Langevin. C'est une machine qui produit des neutrons. Puis au centre, il y a un laboratoire européen de biologie moléculaire. Donc, ces 3 organismes sont des organismes européens. Ça veut dire qu'ils sont financés dans des contributions différentes par la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, etc., tous les pays. Et en fonction de la contribution, les chercheurs de ces pays peuvent utiliser ces machines pour leurs expériences. Et en bas, vous avez l'IBS, qui est l'Institut de biologie structurale, qui est en fait l'interface française à ces grands organismes de recherche. Alors, Grenoble est une ville un peu particulière en termes de recherche parce qu'on a plus de 23 000 emplois qui sont dans la recherche, qui sont soit le public, soit le privé. Le public, c'est ce dont je vous ai parlé, CEA, CNRS, etc. Le privé, c'est des grosses entreprises comme par exemple ST Microelectronics qui fait des semi-conducteurs. Ce qui veut dire que nous avons 7% de la population grenobloise qui est dans le domaine de la R&D, alors que la moyenne nationale se situe beaucoup plus bas. Alors, je vais vous passer un premier petit film qui va vous montrer un peu la thématique qui nous intéresse. Alors, vous voyez ici, cet objet, c'est un virus, et ce virus va essayer de prendre le contrôle d'une bactérie, donc c'est la grosse forme blonde que vous voyez en dessous. Donc, le virus s'en approche et il va repérer à la surface de la bactérie des choses qui sont significatives, qui lui dit que c'est la bactérie qui l'intéresse. Et après, il va essayer d'insérer à l'intérieur de la bactérie un code génétique pour prendre le contrôle.
Et à partir de ce moment-là, la bactérie travaillera plus uniquement pour elle-même, mais elle va travailler essentiellement pour le virus. Alors, ce système-là, vous l'avez exactement dans la maladie qui touche la planète actuellement, qui est la Covid. C'est un virus qui attaque les cellules qui ne sont pas des bactéries, mais des cellules humaines. Et l'idée, c'est pour le virus, son seul objectif, c'est de prendre le contrôle et de se reproduire. Il se trouve qu'il y a un épiphénomène qui est tout à fait gênant, c'est que ça rend malade les personnes, mais il faut bien voir que du point de vue du virus, ce n'est pas du tout son objectif. Alors, l'Institut de biologie structurale a en fait 3 missions. La première mission, c'est de faire de la recherche fondamentale en biologie structurale. Alors, recherche, ça veut dire essentiellement essayer de comprendre comment marche un certain nombre de choses. Dans notre cas, c'est la matière vivante, c'est des virus, c'est des bactéries, c'est de comprendre les interactions entre les hôtes et les pathogènes. Alors, le mot fondamental nécessite d'être un peu explicité parce que la recherche fondamentale, c'est de la recherche qui vise à comprendre un mécanisme et pas à produire, par exemple, un médicament qui va servir à lutter contre une bactérie. Donc, c'est en amont. L'échelle de temps est complètement différente, c'est typiquement une dizaine d'années. Et les résultats, c'est essentiellement de la connaissance du fonctionnement. Alors, je vais revenir sur la pandémie. Vous avez sûrement entendu parler des vaccins ARN qui sont produits par 2 entreprises qui sont Pfizer et Moderna. Et ces 2 entreprises se sont appuyées sur des recherches fondamentales parce que les vaccins ARN, c'était dans l'air depuis une dizaine d'années, ce n'est pas sorti en 18 mois. Et il y avait le NIH aux États-Unis et une entreprise en Allemagne qui s'appelle BioNTech qui avait travaillé sur l'aspect comment permettre de transmettre de l'ARN à des cellules sans que ça se dégrade. Donc la recherche fondamentale, c'est toujours quelque chose qui se passe avant et on a tendance à l'oublier parce que les conséquences directes, ce n'est pas maintenant. Les élus, les pouvoirs politiques, ils sont intéressés à des conséquences à 5 ans. La recherche fondamentale, elle travaille sur des échelles de temps qui sont différentes. La deuxième mission de l'IBS, c'est la formation de jeunes scientifiques. Donc, parmi les chercheurs qui sont à l'Institut, je vous ai dit, nous sommes affiliés à l'Université Grenoble-Alpes. Il y a des enseignants à l'université qui font moitié de leur travail d'enseignement à mi-temps à l'université et leur travail de recherche à mi-temps au sein de l'Institut. Et la deuxième mission de l'Institut, c'est de former des doctorants. Donc, tout à l'heure, Jennifer va vous montrer quel est son parcours, quels sont ses centres d'intérêt. Donc, Jennifer est doctorante à l'Institut. C'est un peu la période charnière entre la formation et la vie professionnelle. Et la dernière activité de l'Institut, c'est l'accueil de chercheurs français et étrangers. Je vous ai dit qu'on avait des grosses machines à Grenoble. Donc, il y a des chercheurs qui viennent de France et qui viennent même d'autres pays, qui vont venir. Et en fait, l'IBS sert d'interface pour permettre à ces chercheurs de préparer des expériences pour pouvoir accéder. Alors maintenant, parlons gros sous. Pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Nous avons 3 tutelles, le CEA, le CNRS et l'UGA. Et ces tutelles nous fournissent une partie, disons, de l'argent de manière constante. C'est ce qu'on appelle la dotation, qui est de l'ordre de 1,6 million d'euros par an. Donc, cet argent, ça permet de faire tourner l'Institut. Ça permet de payer l'électricité, de payer l'entretien, le ménage, etc. Alors, à côté de ça, vous avez une deuxième source de financement qui est importante, c'est les chercheurs permanents des 3 organismes qui sont payés par le CEA, le CNRS ou le GIA. Ça représente à peu près 8 millions d'euros. Alors, vous voyez, la recherche, c'est essentiellement de la matière grise, donc ça coûte des salaires. Les chercheurs ne sont pas payés de manière très élevée comparé à d'autres secteurs d'activité comme le privé, mais c'est tout de même une part importante de nos frais de fonctionnement. Et à côté de ça, vous avez une dernière source d'argent qui sont les contrats. Alors, les chercheurs proposent des sujets de recherche à des organismes qui sont soit français, comme l'Agence nationale de la recherche, soit européens, comme l'ERC. Et ils disent, bon, on veut faire ceci, cela, on a telle technologie, etc. Et à peu près 20% des contrats sont accordés. C'est-à-dire que quand le contrat est accordé, l'équipe de recherche récupère de l'argent, ça va lui permettre de fonctionner, ça va lui permettre de payer des ingénieurs, des techniciens ou des thésards et d'obtenir des résultats. Alors 20%, c'est pas beaucoup, c'est assez décevant parce que ça veut dire que vous avez 4 personnes sur 5 qui ont fait une demande, qui ont passé quelques semaines à écrire un projet de recherche et qui n'ont rien.
Alors, le personnel de l'IBS, il faut que vous voyez que la recherche, c'est maintenant une activité qui se pratique en équipe. Je pense que vous avez entendu parler des travaux d'Albert Einstein au début du XXe siècle. Albert Einstein, c'était un chercheur solitaire. Bon, il n'avait pas d'énormes besoins parce que c'est de la physique théorique. Muni d'un crayon et de papier, il s'en sortait. Ce type de recherche, ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus obtenir des résultats de recherche tout seul. Il faut être plusieurs parce que c'est devenu de plus en plus complexe. Il faut avoir des gens qui ont des compétences différentes. Et c'est ce que vous voyez en dessous, c'est-à-dire que pour faire de la recherche, dans notre institut, nous avons des personnes qui sont des biologistes, nous avons des personnes qui sont des physiciens, des chimistes et des informaticiens. Et ces différentes personnes vont travailler ensemble. C'est-à-dire que le biologiste va poser une question, le physicien va dire « j'ai une technique qui vous permet d'apporter la réponse », le chimiste va dire « je peux vous fournir un produit qui va permettre de tester si tel produit interagit ou non avec une protéine », et puis l'informaticien il va pouvoir modéliser dans son système ce qui a été vu expérimentalement. Alors, qu'est-ce qu'un chercheur? Un chercheur, c'est quelqu'un qui produit des connaissances scientifiques. Alors, c'est un peu abstrait comme notion. On a un peu l'impression qu'il y a beaucoup de blagues qui circulent en disant que les chercheurs, on ne sait pas trop ce qu'ils font. En fait, un chercheur, il va comprendre un système et l'expliquer. Donc, typiquement, dans le cas des virus, par exemple, il faut essayer de comprendre comment le virus se réplique, quelles sont les protéines qui sont à la surface qui peuvent servir de cible pour des vaccins. Donc, vous voyez, et donc, ça va donner lieu à des publications. Je vais vous montrer après ce qu'est une publication scientifique pour que vous voyez comment c'est construit et que ça n'a aucun rapport avec un article dans un journal courant. À côté des chercheurs, vous avez un deuxième groupe de personnes qui sont tout aussi importants, qui sont les ingénieurs, techniciens administratifs. C'est les gens qui font tourner la machine. Quand vous avez un gros équipement, il faut l'entretenir, il faut veiller à ce qu'il marche, il faut résoudre des problèmes, je dirais, de logiciels pour essayer de faire des expériences nouvelles. Donc, les ingénieurs et les techniciens font tout ça. Les administratifs, par exemple, quand vous voulez avoir un nouveau produit chimique, il faut que vous le commandiez. Donc, ça veut dire qu'il faut vous passer un bon de commande et qu'on paye l'entreprise qui vous le livre. Donc, c'est tout le rôle. Et puis, il y a de la gestion de ressources humaines à côté. Alors, qu'est-ce qu'un article scientifique? Un article scientifique, c'est quelque chose qui est écrit de manière très structurée et toujours à peu près de la même façon, de façon à ce qu'on puisse s'en sortir. La première chose, par exemple, vous avez toujours une référence, c'est-à-dire un nom de journal, une année, un volume et des pages. Le but du jeu, c'est que quand vous écrivez quelque chose, quelqu'un d'autre puisse dire « c'est là que j'ai trouvé l'information qui nous est utile ». Donc, vous voyez, contrairement aux journalistes qui, dans le monde courant, ne citent pas souvent leurs sources, dans le monde de la recherche, on dit exactement où est-ce qu'on a trouvé l'information de façon à ce qu'on puisse retracer l'évolution des idées et éventuellement critiquer ce qui a été fait dans le passé. Alors, à côté de ça, vous avez un titre. Le titre, ça vous permet de savoir en gros de quoi ça cause. Est-ce que cet article m'intéresse ou n'a rien à voir avec ma recherche? Ensuite, vous avez des noms des auteurs. Alors, les auteurs, c'est des choses très, très précises parce que c'est bien défini. Ce sont les personnes qui ont eu une contribution réelle dans le travail qui est présenté. Donc, vous avez ici 6 chercheurs. Vous pouvez en avoir plus. Par exemple, il y a beaucoup d'articles d'astronomie où on est plutôt dans l'ordre de 25 ou 30. Mais il est fondamentalement important de voir qu'un chercheur n'a pas à avoir son nom sur un article s'il n'a rien fait. Ce n'est pas parce qu'il est dans le même labo que quelqu'un qui a travaillé qu'il doit avoir son nom. Alors ici, je vous montre un exemple de cet article. Vous voyez que c'est une collaboration internationale entre un laboratoire de Grenoble, le nôtre, et puis 2 autres laboratoires, un qui est à Marseille et un qui est à Madrid en Espagne. Pourquoi pourquoi le laboratoire de Grenoble a voulu travailler avec le laboratoire de Marseille et de Madrid? Bon, il se trouve que le dernier auteur, Juan Fontechila, était préalablement à Marseille avant de venir à Grenoble, il y a une vingtaine d'années. Donc, il connaît des gens sur place, il sait ce qu'ils savent faire. Et donc, quand il a un problème à résoudre, souvent, la plus simple, c'est d'aller voir les gens qu'on connaît parce que l'interaction va être facile, on sait ce qu'ils savent faire, on sait ce qu'ils ne savent pas faire. Et puis, souvent, ça se passe plutôt bien. À côté de ça, vous avez une date de réception. Ah, ça, c'est important parce que ça permet de dire à telle date, ici le 12 juin 2000, on savait ces choses-là. Il y a eu des batailles dans le cas, par exemple, du virus de sida entre des équipes françaises et des équipes américaines.
Toutes les deux étaient sur la même piste et après, vous avez des querelles d'antériorité pour savoir qui a premier trouvé le virus du sida, dans le sens où vous n'avez pas appelé le virus de la même façon, etc. Alors après, vous avez un résumé et le résumé, c'est là où vous dites de manière un peu plus détaillée qu'est-ce que vous avez trouvé, sur quelle base vous avez commencé. Alors j'insiste à cette occasion pour vous montrer que tout ce que je vous ai dit, là, tous les articles scientifiques sont entièrement en anglais. On ne peut pas s'en sortir sans l'anglais dans la science. Imaginez par exemple que vous ayez un Chinois, même très brillant, qui travaille sur un sujet, il publie ses résultats en chinois. Vous n'en faites rien. Parce que, vous n'allez pas pouvoir dans le titre comprendre que ça vous concerne et après, ça va être galère. Si on publie nous en français, c'est pareil. Le chinois, il n'en fait rien, il ne comprend pas. Donc, c'est un peu peine perdue. Alors là, les articles scientifiques étaient au début des années dans les début du XXe siècle, en français, en allemand, en russe, en d'autres choses. Maintenant, tout est en anglais, sinon ça ne sert à rien. Alors, comment est construit un article scientifique? Je vous ai dit, c'est toujours très carré. Vous avez les mêmes choses. Vous avez une introduction qui dit ce qu'on savait avant qu'on commence. Vous avez une deuxième partie qui est matériel et méthode qui dit j'ai utilisé tel produit chimique, j'ai utilisé telle machine, telle technique. Voilà comment j'ai procédé. Après, vous avez des résultats. Alors, les résultats, c'est très factuel. C'est le constat du gendarme. J'ai fait ça, j'ai vu ça, j'ai telle valeur. Il n'y a aucune interprétation dans les résultats, c'est juste la description des valeurs que vous avez obtenues. Les bactéries ont poussé, n'ont pas poussé, vous avez mesuré quelque chose qui pesait 200 mg, etc. Après, vous avez la discussion. Alors, la discussion, c'est plus ouvert dans le sens où vous allez analyser les résultats et vous allez comparer ce que vous avez trouvé par rapport à ce que d'autres ont trouvé sur des sujets comparables. Après, vous allez conclure pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme nouvelle expérience après pour consolider ces résultats. Et puis après, vous avez les références, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez lu un certain nombre d'articles avant de commencer à travailler. Vous avez utilisé des méthodes qui ont été mises au point par d'autres équipes. Vous dites où est-ce que vous avez les infos. Il faut être précis. Ça permet de remonter et de savoir exactement qu'est-ce qui a été fait. Alors, on cite toujours les travaux antérieurs et on peut se trouver en fait dans deux situations. La première situation, c'est on trouve quelque chose qui est intellectuellement compatible avec ce qui a déjà été trouvé. Comme un tel a déjà trouvé, dans le cas d'une autre protéine, nous, on trouve la même chose. Alors attention, ce n'est pas parce que vous trouvez la même chose que quelqu'un d'autre que vous avez raison. On n'est pas dans un système scolaire où il y a un professeur qui a monté un exercice et la référence, c'est le professeur. Ici, on ne sait pas où on va. Donc, il faut être extrêmement prudent parce que ce n'est pas parce que vous trouvez la même chose que les autres que vous n'êtes pas, vous et les autres, dans l'erreur. Et alors, on peut se trouver dans la situation où, effectivement, on ne trouve pas la même chose. Et quand on ne trouve pas la même chose, il faut trouver une explication. Alors, l'explication qui consiste à dire que les autres ont travaillé comme des cochons, ça ne marche pas. Intellectuellement, ce n'est pas du tout satisfaisant. Il faut trouver une vraie raison. Et donc, il faut, par exemple, voir que on n'a pas fait les expériences à la même température. Donc, vous savez qu'une réaction chimique, ça peut s'accélérer avec la température. Donc, c'est normal qu'on ne trouve pas la même constante cinétique. On n'a pas travaillé aux mêmes concentrations, on n'est pas sur la même bactérie. Donc, vous voyez, il y a plein de raisons. Quand on ne trouve pas la même chose que les autres, ça peut être une source, je dirais, d'informations très importante parce que ça va pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Alors, la deuxième façon de valoriser des connaissances, c'est de déposer un brevet. Et ça veut dire que vous allez dire, j'ai trouvé ça, mais si vous voulez vous en servir, il va falloir payer. Alors, si je reviens par exemple sur l'histoire de la Covid, il est clair que les grosses entreprises comme Pfizer et Moderna qui ont développé les vaccins ARN, ils ont utilisé les connaissances d'autres. Je vous parlais tout à l'heure de NIH aux États-Unis et de BioNTech en Allemagne. Donc, pour utiliser ce que les autres ont développé, ils vont avoir à payer pour ces brevets. Bon, le brevet, ça invite à dissuader la concurrence, ça invite aussi à générer des revenus aux équipes de recherche qui ont trouvé des choses. Ça permet de valoriser une entreprise quand on dépose un brevet. C'est un problème de confidentialité. Alors, en moyenne, ça se passe bien. Il y a certains pays où la notion de brevet elle est un peu plus floue et puis les gens sont, je dirais, un peu moins honnêtes. Et donc, ce n'est pas parce qu'un brevet est déposé qu'ils ne vont pas s'en servir sans payer. Mais en Europe, ça se passe assez bien. Alors ici, vous avez un exemple d'un brevet qui a été déposé dans les années 2000 par des gens de l'Institut
Et ce brevet concernait le virus du sida. Ça concerne une protéine qui s'appelle la GP120. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui en a été fait, mais si quelqu'un voulait utiliser ce qui est dans cet article, dans ce brevet pour développer un antiviral, par exemple, il faudrait qu'il contribue et qu'il donne de l'argent à cette équipe. Alors, je termine ma présentation pour vous situer un peu les ordres de grandeur de la biologie. Ce qu'on observe, nous, ce qu'on fait en biologie structurelle, on s'intéresse à des choses qui sont vraiment très petites. Si vous voulez regarder un canard, typiquement, il ne faut pas grand-chose, un bon appareil photo, si le canard est un peu loin, puis vous allez pouvoir l'observer. Alors, par contre, si vous descendez vers des objets qui sont de l'ordre du millimètre, l'œil humain, il est plus très performant, il va falloir utiliser un microscope. Alors, je suppose que vous avez déjà vu des microscopes dans les laboratoires de vos lycées. Donc, avec ça, on peut voir des objets qui sont de l'ordre du millimètre ou un peu plus petits. Les bactéries ou les virus dont je vous ai parlé au début, un virus, c'est nettement plus petit qu'une bactérie. Il se situe au niveau du micron ou en dessous du micron. Et là, le microscope, il commence à avoir des problèmes. Il faut un microscope qui soit assez performant ou il passer à une autre technique qu'on appelle la microscopie électronique. Donc là, vous passez d'un microscope qui va valoir 5 000 € à une grosse machine qui va valoir 2 ou 3 millions d'euros. Donc, les virus et les bactéries sont entre autres constitués de protéines. Les protéines, donc ça, c'est au niveau de la chaîne moléculaire. Et les protéines, en fait, c'est un enchaînement d'acides aminés. Ici, vous voyez les acides aminés. Et pour aborder ces objets-là, vous pouvez utiliser soit la microscopie électronique, soit la cristallographie des rayons X. Vous vous souvenez, au tout début, je vous ai parlé du synchrotron. Le synchrotron, c'est une grosse machine qui produit des rayons X. Vous envoyez des rayons X sur un cristal, les rayons X sont diffractés, ils changent de trajectoire, et vous, en analysant ça, vous pouvez savoir ce qui se passe dans le cristal. Et puis moi, j'ai travaillé toute ma carrière en spectroscopie RMN. Donc la spectroscopie RMN, c'est une technique qui apporte d'autres types d'informations et qui permet aussi d'aborder des objets qui sont au niveau, je dirais, de moléculaire. Alors, je termine cette présentation ici, puis je vais vous montrer la grosse machine qui est derrière moi. Donc, vous voyez, donc ça, c'est des équipements qui ont été achetés en 2013, donc c'est du matériel très moderne. Vous avez la grosse machine sur laquelle c'est écrit 950 Bruker, c'est à peu près ce qui se faisait de mieux quand on l'a acheté en 2013. C'est un gros aimant. Le prix d'achat, c'est à peu près 6 millions d'euros. Quand on l'a acheté, il y en avait 3 ou 4 en France et une dizaine dans le monde. Et puis derrière, vous voyez des machines qui sont plus petites. Alors, plus la machine est grosse, plus elle permet d'obtenir des informations précises. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir des grosses machines. Donc la grosse machine, elle est française, c'est-à-dire que nous sommes responsables de son entretien et nous pouvons avoir un peu d'accès, mais une grosse partie de l'accès est donnée à des chercheurs français qui viennent d'autres laboratoires, Montpellier, Marseille, Paris, Strasbourg, etc. Donc, ils vont faire une demande et obtenir du temps. Donc, ces grosses machines, il faut les entretenir. Donc, c'est des machines de résonance magnétique nucléaire. Alors, je pense qu'il y a une technique dont vous avez sûrement entendu parler qui est l'IRM. L'IRM, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un petit échantillon, on va mettre votre genou pour voir. Et c'est les molécules d'hydrogène qui sont à l'intérieur de votre genou qui vont nous donner des informations. Donc, ces gros équipements sont utilisés 24 heures sur 24. Et typiquement, entre ces équipements et ce que j'ai connu quand j'ai commencé à faire ma recherche, il y a un gain, je dirais, de sensibilité qui est absolument très important. Bon, donc j'en termine là. Et puis, si vous avez des questions, on peut les prendre maintenant ou on pourra les prendre après l'exposé de Jennifer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en. Vous avez des chercheurs à disposition. Je vois quelqu'un qui se déplace. Mais... Bonjour. On aurait voulu savoir la fréquence des publications. Alors, dans notre institut, on a environ une moyenne de 150 publications par an. Et sachant qu'on est environ, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais 90 chercheurs, voilà, ça fait à peu près 2 publications par an.
très grossièrement, hein. Ça prend du temps parce qu'il faut à la fois faire les recherches, les finaliser et puis après écrire pour les journaux en anglais. Donc, ça ne se fait pas. Les chercheurs n'en ont pas 20 par an en général. Enfin, Dominique. Un chercheur, un étudiant ou un chercheur, il peut avoir 2 publications. Un responsable d'équipe qui va coordonner 4-5 chercheurs, il peut avoir une dizaine dans l'année, c'est raisonnable. Quand vous entendez parler de gens qui affichent 350 publications par an, c'est pas très loin de la malhonnêteté. C'est-à-dire que le directeur de notre institut pourrait chercher à avoir son nom sur toutes les publications de l'institut, mais de fait, il ne contribue qu'à la recherche de sa propre équipe. Donc, ce n'est pas honnête d'avoir 350 publications. Mais ça existe. D'autres questions? Ah, quelqu'un se lève. Bonjour. 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 Quel est le taux de réussite des recherches? Ah, comment est-ce qu'on peut formuler cette question? Bon, quand on se lance On t'entend moins bien, Dominique. Ah bon? Ah. Là, c'est mieux. C'est bon? Quand on se lance sur un sujet, bon, il faut faire ce qu'on appelle la bibliographie, c'est-à-dire il faut aller regarder ce qui a déjà été fait et puis évaluer à peu près qu'est-ce qu'on peut apporter, est-ce que la technique qu'on utilise, elle marche, elle est adaptée au sujet, éventuellement de se rendre compte que bon, la protéine sur laquelle on va travailler, par exemple en RMN, la protéine, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Si elle est trop grosse, ça va être très, très compliqué. Donc là, à un moment, il faut dire, bon, ce truc-là, ce n'est pas pour moi, j'y vais pas. Alors après, une fois qu'on est lancé, il faut bien voir qu'on ne trouve pas forcément ce à quoi on avait pensé au départ. Est-ce que c'est bien ou mal? J'en sais rien, mais ça peut être très… Disons, quand on ne trouve pas ce à quoi on pensait, il faut, par l'analyse critique, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous dites, par exemple, que telle molécule qui était censée inhiber la croissance du virus ne marche pas, ben, c'est une information. Il faut la publier. C'est plus dur de publier des résultats négatifs. Mais ça évite que quelqu'un d'autre repasse encore 6 mois et essayer de retrouver la même chose. Mais la majorité des résultats qui sont publiés, c'est des résultats qui sont plutôt positifs. C'est-à-dire, on a une nouvelle molécule qui empêche la croissance bactérienne. Bon, elle est mieux que la précédente et c'est pour ça qu'on la vend. Des échecs, oui, de temps en temps, il y a 6 mois qui sont perdus. Au bout de 6 mois, on se dit, bon, allez, on arrête les frais, on va faire autre chose. D'autres questions? Ah. On en a une. Est-ce que ça peut être compliqué, l'organisation entre les biologistes, les chimistes, les physiciens? Ben, compliqué, pas forcément. Ce qu'il faut, c'est d'essayer de comprendre ce que veut l'autre, avec la difficulté que chacun parle son langage. Donc, quand on initie une collaboration avec bon, je me place de mon point de vue de RMNiste, quand on initie une collaboration avec un biologiste, il va falloir être clair dès le départ en lui disant qu'il va falloir telle quantité de protéines, qu'il va falloir qu'elle ait telle pureté, etc. Et lui, il faut qu'il aille dans l'autre sens en nous apportant des questions qu'on peut résoudre. Donc, ça demande de l'ouverture d'esprit. Personnellement, je suis physico-chimiste de formation et au cours de ma carrière, peu à peu, je me suis mis à essayer de comprendre quelle était la problématique de mes voisins. Ça demande beaucoup de modestie, c'est-à-dire il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quelle est la problématique, qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi ils ne peuvent pas faire ça. Bon, c'est du dialogue entre personnes, quoi. On en a encore une autre. Ça prend combien de temps environ de l'idée jusqu'au résultat? Ah, moi, je dirais que l'ordre de grandeur, c'est 2-3 ans. Entre le moment où on soumet, par exemple, un projet de recherche pour avoir de l'argent, il va se passer 6 mois avant d'avoir la réponse. Il va se passer encore 6 mois avant qu'on trouve la personne qui peut faire le travail. Vous avez 18 mois d'études. Et puis, donc, vous voyez, l'échelle de temps, c'est tout de même assez long. Et ça, c'est pour un résultat ponctuel. Pour comprendre comment marche un virus, il faut,
je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le développement des vaccins tel que ça a été possible dans le cas de la Covid, l'ordre de grandeur n'est pas du tout le même que ce qui s'était fait avant. Avant, un vaccin, ça prenait 10-15 ans à obtenir quelque chose. Donc, ça veut dire comprendre comment le virus fonctionne le virus, quelles sont les parties du virus sur lesquelles on peut cibler, comment produire un vaccin mais qui ne soit pas nocif, c'est-à-dire qui s'attaque uniquement au virus et pas à autre chose, etc. Donc, il y a plein d'étapes intermédiaires. Et bon, un résultat individuel, je dirais 2-3 ans, une démarche complète pour arriver à comprendre comment fonctionne un système biologique, ça va être plutôt une dizaine, une quinzaine d'années. Là, dans le cas de la Covid, il y a eu une collaboration internationale inédite. Oui. Non, mais les gens ne partaient pas avec rien. Mm. Il y avait des virologistes qui connaissaient. Alors, ce qui a été dit dans le cas de la Covid, c'est qu'on aurait dû, quand il y a eu des premières alertes d'autres virus qui étaient moins toxiques, on aurait dû mettre un peu plus de moyens pour essayer de comprendre comment marchait cette famille de virus. Et ça n'a pas été fait. Vu que les précédentes pandémies ont disparu sans qu'on comprenne pourquoi en 6 mois, les gouvernements… Alors, vous savez, il y a plein d'autres maladies qui existent sur lesquelles on ne met pas forcément les moyens. Pensez à la malaria en Afrique ou l'Ebola. Si on mettait la même chose, je pense qu'on pourrait obtenir aussi des résultats. C'est un choix politique après. Je voulais savoir, c'est quoi le salaire moyen d'un chercheur? Le chercheur, un étudiant en thèse, je pense que c'est 1700. Tu as dit ça l'autre jour, Jennifer. Oui, par an. Voilà, et un chercheur permanent, il va être autour de 3-4 000. J'ai toujours considéré que j'étais moins bien payé que mes copains d'études qui travaillaient dans le privé. Alors, au moins un facteur 2 et parfois 3. Mais bon, ce n'est pas du tout le même métier, donc on ne peut pas comparer, quoi. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, je dirais essayez plutôt trader que scientifique. Bon, c'est pas du tout le même métier, c'est pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les satisfactions ne sont pas de même nature non plus. On arrive, quelles sont les étapes pour arriver à là où vous en êtes professionnellement parlant? Alors ça va plutôt être exposé dans la deuxième partie avec Jennifer. C'est une bonne question qui va permettre de faire la transition. Jennifer, vas-y, peut-être. Et puis, la question sera répondue. Oui, du coup, bonjour à tous déjà. Donc, je m'appelle Jennifer Trouvé, je suis doctorante à l'Institut de biologie structurale. Et donc, justement, j'allais vous parler un peu de mon parcours scolaire et comment je suis arrivée doctorante. Et donc, être doctorant, en fait, le doctorat, c'est le dernier diplôme avant de pouvoir devenir chercheur. Donc, je vais vous partager un petit diapo. En plein écran, c'est mieux. Voilà. Donc tout d'abord, j'ai été au lycée comme vous. J'ai passé mon bac scientifique que j'ai obtenu avec mention assez bien. Donc, je n'étais pas forcément la meilleure élève au lycée et je n'étais pas la pire non plus. Et puis, comme vous, après le bac, il faut choisir ce qu'on veut faire. Et j'avoue que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'étais très bonne en biologie. Et donc, je me suis tournée vers la biologie, mais je n'avais pas envie d'aller à la fac. Je n'avais pas envie de faire très longues études. Et du coup, j'ai décidé de faire un BTS. Et la particularité du BTS que j'ai choisi, c'est qu'il était en alternance. Ce qui m'a permis du coup d'être 50% du temps en laboratoire sous forme de stage et 50% du temps à l'école. Et du coup, c'est vraiment là, grâce à ces stages, que j'ai pu découvrir ce que c'était le monde de la recherche parce que je suis allée dans un laboratoire de recherche académique, un peu comme celui qu'il y a ici à Grenoble, où je suis maintenant. Et j'ai été entourée de doctorantes, de chercheurs, de techniciens. Et ça m'a permis vraiment de découvrir ce qui se passait réellement dans un laboratoire.
Et en fait, j'ai compris que ça me plaisait vraiment et que finalement, si je m'arrêtais à mon BTS, je serais technicienne. Donc, il n'y a aucun mal à être technicien. C'est juste que quand on est technicien, on n'a pas vraiment de liberté sur le sujet sur lequel on... Enfin, c'est pas de liberté sur le sujet, mais c'est plutôt pas d'autonomie ou de... comment dire, on ne choisit pas vraiment les manips qu'on va faire, on dépend du chercheur et c'est le chercheur qui va nous dire, OK, donc tu fais cette manip aujourd'hui et tu m'apporteras les résultats, on en discutera ensemble et on choisira la manip que tu feras après. Alors, c'est chouette, on passe beaucoup de temps à la paillasse et c'est vraiment super pour ça. Mais vous voyez, on est un petit peu limité par ce que le chercheur décide de faire et non pas parce que vous pensez, enfin vous pouvez discuter évidemment, mais bon, ce n'est pas vous qui en tout cas qui guidez le sujet de recherche. Donc je me suis dit que j'allais être un peu frustrée parce que je sentais que ça allait être trop limitant pour moi. Donc, du coup, mon BTS s'est très bien passé. Du coup, j'ai pu aller directement en 3e année de licence à la fac de Grenoble, à l'université Grenoble-Alpes. Donc, un BTS, j'ai oublié de le dire, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais c'est 2 ans. Donc, ça m'a permis de faire un équivalent pour la 1re et 2e année de licence. Donc, je n'ai pas perdu de temps. Donc, j'ai fait ma 3e année de licence et donc, je n'ai pas arrêté mes études après parce que si je m'arrête après une licence, là encore, on est considéré comme technicien. Donc, aucun intérêt pour moi de m'arrêter ici. Donc, je suis allée ensuite en master, donc d'immunologie, microbiologie et maladies infectieuses puisque c'est ce qui m'intéresse. Il existe plusieurs masters de neurobiologie, enfin, pardon, c'est parce que j'ai fait une licence en biologie générale, donc ensuite, c'est un master possible après ce type de licence. Si vous faites un master une licence en chimie, vous aurez d'autres possibilités de master et ainsi de suite. Donc, mon master était en anglais. Comme vous l'a dit tout à l'heure, Dominique, l'anglais, c'est la langue officielle en recherche. C'est la langue qui nous sert à écrire toutes nos publications scientifiques. Donc, c'est vraiment essentiel. Et du coup, l'université Grenoble-Alpes, s'est adapté à ça et donc a décidé de faire un master en anglais pour que dès le plus tôt possible, on soit donc baigné dans l'anglais pour s'adapter à ce qui nous attend pour la suite. Donc ça, c'était un vrai avantage aussi d'avoir ce master en anglais. D'ailleurs, on peut également faire la licence à Grenoble en anglais. Je ne l'ai pas fait parce qu'à l'époque, je ne parlais pas du tout anglais et du coup, je ne voulais pas... ajouter de la difficulté. Mais bon, finalement, j'ai fait le master en anglais et ça s'est bien passé, donc finalement, c'était tout à fait possible. Donc, pendant le master, on a aussi... donc, le master, c'est 2 années. Pendant la première année de master, on a une période de stage de 3-4 mois. Et ensuite, pendant la 2e année, une longue période de stage de 6 mois. Donc là encore, vous pouvez aller dans des laboratoires de recherche. Vous pouvez changer entre la 1re et la 2e année. Vous pouvez aller un peu où vous voulez. Le tout, c'est de découvrir encore une fois ce qui se passe dans les laboratoires et de voir potentiellement si vous avez envie de faire un doctorat. Si oui, vous allez dans un laboratoire où peut-être vous espérez continuer pour votre thèse. Donc le doctorat, ça s'appelle aussi une thèse, c'est pareil. Voilà, le tout, c'est d'essayer aussi pendant ces stages de découvrir ce que vous avez envie de faire après. J'ai oublié de le dire, mais il me semble que maintenant, ils ont ajouté à la licence, ce qui n'était pas le cas au moment où j'ai fait ma licence, ma 3e année de licence, mais ils ont ajouté une période de stage de 3 semaines. Donc, c'est vraiment les stages que vous vouliez faire de la recherche, de la biologie ou n'importe quoi d'autre. En fait, si vous avez l'opportunité d'en faire, faites-les parce que c'est vraiment le moment où on voit vraiment ce qui se passe derrière. Vous voyez, on a voilà, chercheur. Qu'est-ce que c'est un chercheur? On peut s'imaginer plein de choses et finalement, le mieux, c'est d'aller voir ce qui se passe pour voir si ça nous convient ou pas, en fait. Donc, pour ma part, j'ai fait mon stage ici à l'Institut de biologie structurale avec ma chef avec qui je suis maintenant en thèse. Donc, vous comprendrez que du coup, ça s'est très bien passé mon stage. Ça m'a plu, le sujet m'a plu, l'ambiance de l'équipe m'a plu et du coup, ma chef m'a proposé de faire une thèse dans son laboratoire. Donc, j'ai accepté.
deux possibilités pour faire une thèse. Soit le laboratoire a des financements, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, Dominique, comment ça fonctionne les financements. Donc, soit il a obtenu son financement et il peut vous payer. Donc, pas de souci, tout se passe très bien. Soit le laboratoire n'a pas forcément d'argent à ce moment-là pour payer un thésard et donc vous passez un petit concours de l'école doctorale pour savoir s'il finance votre projet de thèse ou pas. Voilà. Donc, maintenant, je suis en dernière année de thèse. Et qu'est-ce que c'est la thèse? Eh bien, la thèse, c'est un sujet de recherche, un projet de recherche qui dure 3 à 4 ans, donc d'habitude 3 ans, parfois une extension de 4 ans, c'est ce qui est d'ailleurs mon cas. Vous êtes la plupart du temps en laboratoire. C'est ce que disait tout à l'heure Dominique. En fait, la thèse, c'est vraiment le moment où on passe d'étudiant à salarié. Donc, on est toujours on a toujours nos cartes étudiantes parce qu'on dépend toujours de l'université, hein, c'est un diplôme quand même, mais on passe tout notre temps au laboratoire. On a l'équivalent d'une semaine de cours par an et on choisit ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de faire une petite formation en statistique, je fais ma petite formation en statistique, c'est moi qui ai choisi, personne ne me l'impose. Donc, on n'est vraiment plus du tout sur un système scolaire avec des cours et des horaires obligatoires, c'est beaucoup plus libre. On est vous voyez, on est plus près du salarié que de l'étudiant quand même. Donc, la thèse, c'est un sujet de recherche de 3 ans. Donc, on cherche à répondre à des questions qu'on se pose en biologie, en chimie, en physique, en mathématiques. Il y a un grand nombre de possibilités, hein, ça dépend vraiment de ce qui vous intéresse. Pour mon cas, donc, je suis biologiste. Et donc, au quotidien, qu'est-ce qu'on fait? On fait des expériences. Alors, on développe et on optimise, d'une part, on optimise des techniques. Donc, on se pose une question, on se dit, OK, pour répondre à cette question, quelle va être la meilleure technique que je puisse utiliser? Donc là, on fait un petit peu de bibliographie, c'est ce que vous disiez, Dominique, tout à l'heure. On lit des autres articles, on s'inspire des travaux des autres. Et puis ensuite, on essaye. Donc, on fait une expérience, on essaye. Ça marche rarement du premier coup. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on optimise, on réessaye, on change un petit peu des paramètres. Et puis, au bout d'un moment, ça marche. Ou pas d'ailleurs. Donc, si ça ne marche pas, bon, alors soit la technique n'était pas bonne, il va falloir en trouver une autre. Soit vraiment ce que vous vouliez faire, ça ne fonctionne pas parce qu'on travaille quand même avec du vivant. Donc, des fois, il se passe des choses qu'on ne comprend pas, ça ne fonctionne pas. Donc, on change de technique ou on abandonne même cette manip et puis ce n'est pas grave, on en fera d'autres. Il y a 1 milliard de possibilités. La science, c'est très large, on peut utiliser plein de techniques, on peut se poser plein de questions, donc on n'est jamais bloqué. Mais le thésard, du coup, le doctorant, ce qu'il fait vraiment, c'est ça, c'est expérience, ça marche pas. Si ça marche pas, je réessaye en affinant mes paramètres. Si ça marche, tant mieux, j'ai un résultat. Donc, quand on a des résultats, et ensuite, on les analyse. Et ça, c'est vraiment la partie intéressante je trouve, c'est qu'une fois que ça a fonctionné, donc on a notre résultat, on est content, mais qu'est-ce que ce résultat nous dit en fait? En quoi ça nous aide sur la question qu'on se posait au départ? Et puis, qu'est-ce qu'on apprend de nouveau avec le résultat qu'on a obtenu? Donc là, c'est vraiment le côté stimulant, mais comment dire, intellectuellement, et non pas, c'est pas manuel, c'est plutôt intellectuel ici. Mais c'est aussi très intéressant. Et donc, on peut passer des heures avec des collègues à discuter et à réfléchir à ce que veut dire notre résultat, comment on peut l'interpréter et puis surtout, qu'est-ce qu'on va faire après en fonction de ce qu'on comprend de ce nouveau résultat. Une autre chose qu'on fait aussi en tant que doctorant, c'est communiquer en tant que doctorant et en tant que chercheur d'ailleurs, c'est communiquer sur nos résultats, donc échanger plus largement avec la communauté scientifique. Donc on le fait quand on va à des conférences, on le fait aussi à travers nos publications scientifiques que vous a présentées, comme celles que vous a présentées tout à l'heure Dominique. Donc, on s'informe aussi, on lit les publications des autres et on essaye de comprendre, par exemple, notre résultat par rapport à ce qui a été écrit dans la bibliographie. Est-ce qu'il va dans le même sens? Est-ce qu'il ne va pas dans le même sens? Est-ce qu'il ne va pas dans le même sens? Pourquoi? Voilà, donc il y a beaucoup de réflexions sur tout ça. Et puis, finalement, la thèse, c'est aussi
Donc, un diplôme, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois déjà. Donc, à la fin, on écrit un manuscrit d'environ 200 pages où on va expliquer tout ce qu'on a fait pendant nos 3-4 ans de recherche au sein du laboratoire. Et ensuite, on va soutenir notre thèse. Donc, soutenir notre thèse, c'est faire une présentation orale à un jury composé d'experts dans le domaine. Et donc, on va déjà leur donner notre manuscrit de 200 pages. Ils vont le lire, ils vont l'examiner. Et ensuite, le jour de l'oral, ils vont nous poser des questions et on va échanger, discuter autour des résultats obtenus, de l'analyse qu'on en a fait et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, encore une fois, stimulant intellectuellement sur cette partie-là. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ici. Donc, je voulais ensuite vous montrer un exemple de sujet de thèse qui est le mien. Encore une fois, je suis biologiste, donc c'est un sujet de biologie. Mais si vous êtes intéressé par, j'en sais rien, le développement de batteries, et ça existe aussi, la recherche sur le développement de batteries lithium ou j'en sais rien, quel autre composant, c'est tout à fait possible. Donc ici, c'est juste un exemple. Il existe autant de sujets de thèse et de recherche qu'il existe de laboratoires dans le monde. Donc vous imaginez qu'il y a un panel très large, donc tout est possible. Donc mon sujet de thèse à moi, c'est d'étudier comment la bactérie Streptococcus pneumoniae, qui est en partie, entre autres, responsable des pneumonies, comment fait-elle pour se diviser? Donc ici, je vous ai mis un petit film pour vous montrer comment une bactérie se divise. Donc vous voyez, elle se divise en 2 à chaque fois. Donc là, c'est un petit peu accéléré. Elle met environ 30 à 40 minutes pour se diviser, ce qui est quand même tout à fait rapide. Donc c'est ce qui se passe, par exemple, quand on a une infection bactérienne, les bactéries, elles se divisent et ça peut poser des problèmes. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la division bactérienne. On sait beaucoup de choses aujourd'hui et notamment, on a pu développer des antibiotiques. Alors, les antibiotiques, c'est bien, mais aussi, on s'est aperçu que les antibiotiques, au bout d'un moment, la bactérie devient résistante. Donc, elle trouve un mécanisme pour échapper aux antibiotiques et nous, ça nous embête bien parce que du coup, on n'a plus de moyens de s'en sortir. Donc, il faut continuer à faire des recherches sur la division bactérienne pour continuer à trouver de nouvelles pistes pour des nouveaux médicaments antibactériens. Donc moi, j'étudie comment cette bactérie se divise. Et en fait, une bactérie, pour se diviser, elle a une paroi. Je suis désolée, c'est un petit peu technique, mais essayez pas forcément de comprendre mon sujet de thèse. C'est juste pour vous montrer un exemple de ce que c'est de faire une thèse. Et puis ensuite, c'est surtout pour aller vous montrer mon microscope qui est derrière moi. Du coup, une bactérie, quand elle se divise, elle synthétise une paroi. Et en fait, moi, je cherche à vraiment... On sait qu'elle synthétise cette paroi, on sait même quelle protéine est impliquée dans cette synthèse, mais on ne connaît pas l'organisation générale de cette synthèse de paroi, parce que, vous allez le voir après, on n'avait pas de microscope qui permettait de voir suffisamment bien en détail. Donc, le but de ma thèse, c'est d'utiliser le microscope qui est derrière moi, qui s'appelle un microscope à haute résolution, donc c'est basé sur de la fluorescence. C'est pour avoir accès à ces petits détails qu'on n'a pas jusque-là. Donc, on utilise des petites molécules fluorescentes, c'est du microscope de fluorescence, et d'avoir une molécule fluorescente, de l'exciter et d'émettre un signal. Donc, on introduit, d'une façon que je ne vais pas forcément aller trop dans le détail, des petites molécules fluorescentes et puis ensuite, on les allume avec notre microscope de fluorescence. Donc ça, c'est le microscope conventionnel et comme vous voyez, on voit quelque chose, mais c'est un peu flou. Alors, il y a des chercheurs, des excellents chercheurs qui ont mis au point un microscope un petit peu différent et puis aussi, ils ont surtout mis au point des conditions de montage des bactéries un peu différentes, qu'importe, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, vous voyez maintenant apparaître ce qui se passe quand on utilise cette technique qu'ils ont mis au point. Donc, ça leur a valu un prix Nobel. Donc, c'est pour ça que ce sont des excellents chercheurs qui ont mis au point cette technique. Et donc, moi, je me sers de leur technique pour répondre à ma question biologique. Et jusque-là, personne encore n'avait fait ça. On voyait que flou comme ça, donc on ne voyait pas grand-chose et on ne pouvait pas vraiment aller dans le détail. Vous voyez, par exemple, ici, on voit un petit anneau, bon, ok, mais quand on voit mieux, on voit qu'en fait, il y en a 2. C'est un exemple des choses que j'observe qui sont nouvelles. Donc, un microscope, je vais arrêter de partager. Ah oui, j'ai oublié de dire que mon sujet de thèse, c'est quand même une question biologique qu'on se pose, mais on utilise, donc pour
le marquage, je ne suis pas allée dans le détail pour les petites molécules fluorescentes. On utilise une technique de chimie. Donc, on a fait appel à un chimiste. Donc, on fait une collaboration, c'est ce qu'on appelle, parce que je ne peux pas tout faire. Je suis biologiste, je ne suis pas chimiste, je ne sais même pas faire de la synthèse chimique. Ça me paraîtrait complètement un autre monde. Donc, on fait appel à quelqu'un qui sait faire. Et donc, qui sait faire, il l'a très bien fait d'ailleurs. Et il collabore avec nous, il nous donne ces petites molécules et nous, on les utilise. Donc, il y a de la biologie, de la chimie. Ensuite, utiliser ce type de microscopie, on peut appeler ça de la biophysique. De la biophysique, on va dire, parce que ça fait appel à des lasers et à des changements chimiques, c'est un peu dans le physique, pardon, qui se passent ici. Donc, c'est vraiment une interface entre de la physique, de la biologie et de la chimie. Donc, heureusement, pour ce qui est de la partie physique, je collabore aussi avec des gens à l'IBS qui sont physiciens. Donc, vous voyez, un sujet de thèse ou un sujet de recherche de façon globale, ce n'est pas une personne tout seul qui se débrouille, c'est vraiment une collaboration. La recherche se fait en équipe et c'est comme ça qu'elle marche d'ailleurs le mieux. Donc, je vais arrêter de partager mon écran, comme ça va mettre un petit peu plus gros, comme ça vous verrez mieux le microscope. Donc, le microscope, c'est celui-ci. Vous avez ici, j'espère que vous voyez, donc là où on regarde, normalement, où on met les yeux, les oculaires. Et ensuite, on a cette cage qui entoure le corps du microscope. Donc ici, c'est pour que notre microscope il soit tempéré à une température constante, ce qui est essentiel dans nos types de manip. Donc, on ne met plus les yeux dans les oculaires hein, parce que maintenant, on a développé, par exemple, les petites caméras. Là, vous voyez, ça, c'est une caméra. Donc, au lieu de regarder par les yeux, on regarde directement par la caméra, ce qui nous permet du coup de regarder sur un écran d'ordinateur que vous voyez ici. Donc, je vais me lever, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Juste. Alors, attendez, il ne faut pas que je débranche la connexion Internet. Alors, vous voyez là le microscope. Je ne sais pas si on va voir l'intérieur. Non, j'ai mis la lumière, évidemment, c'est mieux. Donc, vous voyez ici une lame rose. Donc, habituellement, quand j'ai des bactéries, c'est ici que je les mets. Et en dessous de cette lame rose, il y a l'objectif que vous ne voyez peut-être pas, qui est par-dessous. Donc, l'objectif, c'est l'équivalent de ce qu'on voit ici, en fait. Donc, comme j'ai mis un petit peu de laser sur ma lame rouge, je vais voir le laser dans ma caméra. OK. Je ne sais pas si vous voyez à côté, j'ai ouvert des images juste pour vous montrer à quoi ça ressemblerait si j'avais des bactéries. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais si j'avais des bactéries, voilà, je verrais mes bactéries comme ça. Et si je leur mettais un petit peu de laser, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, je les verrais, mais je les verrais un peu flous. OK. Et ensuite, vous avez ici les lasers. Donc, les lasers, il y en a plusieurs couleurs en fonction des molécules fluorescentes qu'on utilise. Ensuite, il y a un petit chemin qui se fait à travers plusieurs lentilles, miroirs et ainsi de suite. Puis le laser, il va sortir et puis il va aller jusqu'à l'objectif. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir ce qui s'y passe. Voilà, je pense que je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ce serait beaucoup trop compliqué et pas forcément utile. Donc, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Et si vous avez des questions, je serai contente d'y répondre. Est-ce qu'on est obligé de faire un doctorat pour être chercheur ou un master, ça suffit? Alors non, pour être chercheur, on est obligé de faire un doctorat, c'est obligatoire. Si on fait un master, on peut être ingénieur et on peut aussi faire de la recherche. C'est juste que, encore une fois, on est un petit peu moins libre sur les... je dirais qu'on est un peu plus autonome qu'un technicien, mais toujours pas autant qu'un chercheur. C'est un peu l'entre-deux. Et pour être ingénieur, donc sur ce que je vous ai montré, c'est l'équivalent du master. Donc moi, j'ai fait un master à la fac, mais vous pouvez aussi aller en école d'ingénieur. Ça marche aussi. C'est un bac plus 5 dans tous les cas. Mais pour être chercheur, en effet, il faut passer par le doctorat. C'est quoi la valeur de l'équipement que vous avez derrière vous? Le prix de mon microscope, je dirais 500 000 à peu près. On en a acheté un. Alors, récemment, c'est pas le même. Celui-ci, il est fait maison. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez une énorme boîte avec tous ces lasers bien visibles.
Et on vient d'en acheter un commercial qui est à 500 000 euros et il est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit. Celui-ci, vous voyez, il est sur une très grande table et en fait, on peut aussi les faire un peu plus compacts, mais quand c'est acheté commercialement. Après, ça dépend des équipements. Dominique, toi, c'est un autre prix pour tes spectromètres RMN. Oui, non, les spectromètres RMN, un petit spectromètre RMN, c'est 500-600 000 euros. Vous montez au gros qui est derrière moi, là vous montez à 6 millions. Il faut relativiser les choses, hein. C'est cher par rapport à une voiture. Je vous donne 2 éléments de comparaison. Un rond-point, comme on en voit plein partout dans toutes les villes, c'est 3 millions d'euros. Un avion de chasse, c'est 90. Donc, ça dépend. Un porte-avions, je ne vous dis pas. Alors là, on est plus dans les milliards, quoi. Mais bon, la recherche coûte cher, mais si le matériel est utilisé au maximum, les spectros derrière nous tournent 24 heures sur 24. Il y a toujours des manips. Donc, c'est une rentabilité, mais c'est un investissement de la société. Bonjour, petite question. Est-ce dangereux de travailler avec des bactéries? Alors, oui, dans certains cas, si la bactérie, elle a gardé tous ses facteurs de virulence, donc par exemple, le pneumocoque, il peut la bactérie que je vous ai montrée, elle peut être dangereuse quand elle a une capsule autour, et puis surtout, elle est dangereuse pour les gens jeunes et les gens vieux, donc ce qui n'est pas mon cas, je suis entre les deux. Ça peut être dangereux, mais dans notre cas, pour pas avoir ce problème-là, on lui a juste enlevé ce facteur de virulence de la capsule. Du coup, on peut l'utiliser et maintenant, on ne risque plus rien. On s'en sert comme d'un modèle en laboratoire. C'est juste pour faciliter parce qu'en effet, sinon, je devrais travailler dans un laboratoire de type 2, comme on dit, donc sous des hôtes particulières, avec un équipement particulier, tout ça. Donc oui, ça peut être dangereux. Après, on peut aussi... enlever certains facteurs de virulence de la bactérie pour pouvoir l'utiliser sans danger aussi. Ça dépend quel modèle on utilise. Dans mon cas, c'est possible. Il y a des bactéries où on utilise du coup des laboratoires type 2 pour protéger le manipulateur aussi. J'espère que j'ai répondu à la question. Et dans les instituts de recherche, en général, il y a un ingénieur sécurité qui étudie tous les facteurs de risque selon ce qu'on fait, que ça peut être de l'hélium liquide qui tombe sur les pieds ou ne pas s'électrocuter, ne pas être contaminé par un échantillon biologique. C'est le travail de l'ingénieur sécurité de nous protéger, quoi. Et de faire respecter la réglementation aussi. Alors, je peux faire aussi un aparté sur les organismes, les OGM, qui sont souvent l'objet de polémiques. Dans les laboratoires de recherche, on cherche beaucoup d'OGM dans le sens où, comme l'a dit Jennifer, la bactérie, elle est toujours modifiée d'une manière ou d'une autre. La différence fondamentale entre un OGM dans un laboratoire et un OGM en plein champ, par exemple, c'est que dans le laboratoire, il a été construit pour être sous contrôle. C'est-à-dire que si vous ne lui apportez pas, par exemple, tel type de produits chimiques, il ne va pas pouvoir vivre. Donc, il ne faut pas considérer que tout ce qui est OGM, c'est mauvais. Ce qu'il faut, c'est avoir un contrôle sérieux de l'OGM. C'est-à-dire, tant qu'il reste dans un laboratoire et que vous l'avez construit de telle façon qu'il ne peut se développer que si vous lui apportez tel composé un peu particulier qu'il ne trouvera pas dans la nature, ce n'est pas dangereux, quoi. Quand vous avez une plante qui est en plein champ et que la plante elle peut passer sur le champ à côté, la problématique est complètement différente. Est-ce que c'est compliqué quand même d'avoir un doctorat, de faire une thèse, tout ça le cheminement quand même, il est assez intense. Est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas. Ça dépend de la limite qu'on se fixe aussi. Je ne sais pas. Oui, évidemment, il faut travailler pour avoir une licence, pour avoir un master. C'est vrai que il faut bosser, quoi. Ça n'arrive pas tout seul. Après, par exemple, je dirais quand même que quand on choisit les études qu'on veut faire et qu'on aime ce qu'on veut faire, certes, ça demande du travail, mais on apprend des choses qui nous intéressent.
C'est pas comme le bac où vous avez encore de la littérature et des sciences. Là, je faisais que des choses qui m'intéressaient pendant mes études. Donc oui, c'est long, c'est du travail, mais au final, c'est quelque chose qu'on aime. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment compliqué. Pareil, un doctorat, c'est pareil, ça demande beaucoup de travail parce qu'on a 3 ans pour sortir quelque chose d'intéressant de nos recherches. Et du coup, ça demande beaucoup d'heures de travail là aussi. Mais encore une fois, c'est super excitant de se lever le matin pour faire des expériences, parfois un peu moins, parce que quand ça fait 10 fois qu'on recommence et que ça ne marche pas, peut-être qu'on est un petit peu moins... Là, on trouve ça compliqué, mais quand même, c'est stimulant et c'est excitant. Donc, je ne dirais pas que c'est compliqué, oui et non, quoi. Moi, je dirais qu'il faut bien que vous vous rendiez compte qu'au mesure que vous avancez dans les études supérieures, vous allez de plus en plus vous spécialiser. Et si vous faites le choix d'une matière qui vous intéresse, parce que quand on est au niveau du lycée, bon, on peut être passionné par exemple par la biologie, mais il faut se faire du français ou des autres matières pour lesquelles on n'a pas d'intérêt. Quand on est à l'université, en première année, par exemple, quand on fait de la biologie, on fait déjà plus d'histoire et de français. Et puis quand on est en 3e année, c'est encore plus étroit comme créneau. Et quand on est dans une thèse, si on a fait le bon choix, en principe, on est sur quelque chose qui nous plaît. Si vous apercevez que ce n'est pas ce que vous vouliez faire, il faut, je dirais, rapidement prendre une décision. Il ne faut pas vous embarquer. Donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, faites comme Jennifer a fait, avancez par étapes. C'est une très, très bonne chose. Vous avez un BTS ou un DUT, et puis après, vous réfléchissez en fonction de ce que vous avez vu. Si Jennifer n'avait pas fait ses stages dans le laboratoire de recherche, je pense qu'après le bac, elle n'aurait pas eu cette idée. Tout à fait. C'est important de faire des stages dans différentes structures pour voir ce qu'on préfère, la recherche ou l'entreprise, des petites entreprises ou des grosses. Enfin, voilà, si on peut avoir l'occasion de faire plusieurs stages, ça permet d'affiner, de découvrir ce qu'on aime le mieux, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, quelqu'un se déplace. Bonjour. Bonjour. J'avais une question. Dans votre thèse, qu'est-ce qui vous plaît le plus à faire et qu'est-ce qui vous plaît le moins? Bonne question. Ce qui me plaît le plus, j'allais dire faire des manips qui marchent, avoir des résultats et après y réfléchir. Bon. Et du coup, ce qui me plairait le moins, c'est quand ça ne marche pas et que je dois répéter plusieurs fois la même expérience. Non, mais peut-être plus sérieusement, ce qui me plaît le moins, pour l'instant en tout cas, c'est l'idée de devoir écrire un gros manuscrit à la fin. Parce que voilà, ça demande un gros travail de rédaction et ça me plaît pas trop. Et ce qui me plaît le plus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette idée d'avoir une question et puis en fait de chercher des indices. Donc faire des manips pour avoir des résultats, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais. Je résumerai ça comme ça. Bon, mais... N'hésitez pas. Quelqu'un qui se déplace, c'est bien, super. Est-ce qu'en tant que doctorante, vous avez accès à tout le matériel? Alors, donc le matériel, l'appareil essentiel de ma thèse, c'est celui qui est derrière moi. Et j'y ai accès toute seule parce que je suis formée et que du coup, je peux l'utiliser. Si demain, pour mon sujet de thèse, j'ai besoin d'utiliser l'appareil qui est derrière Dominique, je peux y avoir accès, mais il va falloir que je contacte Dominique ou en tout cas un de ses collègues de RMN et puis qu'on voie ensemble comment utiliser l'appareil, voilà. Il va falloir que je collabore avec quelqu'un qui sait utiliser l'appareil. Donc,
Oui, je peux même aller au synchrotron, hein, qui est juste à côté d'ailleurs, si le sujet de ma thèse le demande à un moment. Même si là, ce n'est pas le cas pour le moment, peut-être un jour, je vais avoir besoin d'un appareil ou d'un autre qui est dans l'Institut. Et en fait, il suffit de demander aux personnes en charge de l'instrument et d'expliquer le pourquoi on veut utiliser son appareil. Et puis ensuite, on collabore. Et oui, donc on a accès à peu près à tous les instruments. C'est une période de formation et de consignes de sécurité, comme on disait tout à l'heure. Mais... Oui. Après, en fonction de l'instrument, il y a des instruments qui coûtent très cher et qui sont très compliqués à apprendre à utiliser. Et du coup, dans ces cas-là, ce n'est pas nous directement qui utilisons l'instrument, c'est la personne en charge qui va faire la manip pour vous. Après, vous pouvez rester avec cette personne et la suivre de près, comme ça, c'est un peu comme si vous faisiez la manip, mais vous n'avez pas le droit de toucher à l'appareil qui coûte très cher. Mais voilà. Mais ça, c'est la même chose que ce soit un chercheur ou un doctorant. Oui, ça, c'est vrai pour tous, c'est vrai, tout à fait. Est-ce que ça a un impact qu'on soit en STL ou qu'on soit en bac général? Alors, STL, c'est un bac plus pro, STL, hein, je ne dis pas de bêtises. Je suis désolée, je ne suis pas trop... Je ne connais plus les sigles. C'est un bac technologique, sciences et techniques du laboratoire. Dans le BTS que j'ai fait, il y avait des bacs STL et des bacs comme moi, général, scientifique. Donc, en tout cas, pour le BTS, je suis sûre que non. Et donc, ensuite, comme vous l'avez vu, hein, on peut faire un BTS et retourner à la fac derrière. Donc, je dirais que non. Après, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Si on veut directement aller à la fac, j'imagine que c'est pareil, que vous pouvez tout à fait aller. Je crois qu'on a eu quelques cas de gens qui étaient venus en thèse et qui avaient je pense pas que ce soit limitant. Hein. Peut-être qu'il y aura... Il faut avoir un bon dossier, quoi, un très bon dossier à présenter. Mais oui. Du coup, vous allez être meilleur sur l'aspect technique, peut-être un petit peu moins théorique, je ne sais pas, vraiment, je ne connais pas tout à fait ce bac-là, mais du coup, vous allez être meilleur en tout ce qui sera travaux pratiques, et puis vous serez peut-être un peu plus, vous aurez besoin de travailler un petit peu plus sur la théorie, mais finalement, ça se fait aussi. Quand je suis sortie de mon BTS, j'étais sans aucun doute la personne qui avait fait quand je suis allée en licence, pardon, j'étais sans aucun doute la personne qui avait fait le plus de travaux pratiques grâce à mes stages. Par contre, en BTS, on voit moins en détail certaines choses que les gens ont vues bien approfondies pendant leur première et deuxième année de licence. Alors, il a fallu que je cravache pour rattraper un petit peu cet écart théorique, quoi. Mais bon, si ça vous plaît, si vous avez envie de continuer, vous allez vous en donner les moyens, donc ça va le faire. Bonjour. Bonjour. C'est quoi une journée typique d'une doctorante? Alors, je dirais que ça dépend des jours, mais on va faire un jour de manip classique. On vient au laboratoire entre 8 et 9 heures et normalement, on a réfléchi à l'avance à l'expérience qu'on va faire parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours un enchaînement d'un résultat, qu'est-ce qu'on fait après, ou alors ça n'a pas marché, comment j'améliore mon truc. Donc, on a réfléchi quand même la veille, ou en tout cas en amont, on avait réfléchi à ce qu'on va faire comme manip. Donc, on vient, on fait notre manip et puis des fois, il y a des problèmes inattendus. Donc, on règle ces problèmes inattendus parce que, évidemment, tout ne se passe pas comme prévu dans la journée type du doctorant ni du chercheur, d'ailleurs. Donc, on règle les problèmes. Par exemple, ce matin, typiquement, j'ai voulu allumer l'ordinateur et il y avait un problème. Donc, j'ai dû aller chercher quelqu'un pour allumer l'ordinateur avec moi avant de vite commencer la fête de la science avec vous. Voilà, il y a toujours des petits problèmes, des petits machins. Et puis, des fois aussi, les bactéries, elles n'ont pas envie de pousser comme il faut parce que c'est un mutant un peu spécial. Et du coup, au lieu de pousser en 40 minutes, je vous disais tout à l'heure, il va mettre 2 heures. Donc, finalement, on pensait qu'on finirait tranquillement notre journée à 6 heures. Et on ne la finira pas à 6 heures. Donc, une journée de doctorant, c'est plein de rebondissements. Donc, c'est faire des manips avec des rebondissements. Et puis aussi, il y a quand même une partie sur l'ordinateur. Hein. Traiter les données, ça se fait principalement sur l'ordinateur.
Je vous montrais tout à l'heure une image de super résolution. Donc ensuite, une fois que j'ai obtenu ces images, je vais mesurer, je vais faire beaucoup de mesures sur mes bactéries et tout ça. Donc, je vais passer aussi un peu de temps à l'ordinateur. Après, au cours de ma journée, je vais quand même croiser mes collègues et si j'ai un résultat sympa, je vais aussi en discuter avec eux. Donc, vous voyez, c'est hyper varié une journée en fait, de doctorant et c'est plein de rebondissements aussi. Parce qu'aussi, des fois, on croise le collègue et puis on lui dit « Ah, bah, je ne t'ai pas vu hier, mais j'ai eu ce résultat et du coup, aujourd'hui, je fais ça. » Et puis, il pense à un truc et puis il me dit « Ah, mais attends, mais peut-être tu pourrais aussi faire ça. » Donc là, on est là « Ok, il est 11 h et du coup, il va falloir que j'adapte ma manip maintenant tout de suite. » Bon, ça se fait, hein, des fois, ça ne se fait pas. Donc, on fait le lendemain, ce n'est pas grave, mais ça peut être assez varié. Ce qu'il faut voir en recherche, c'est que c'est un peu la différence entre se promener dans un lieu qu'on connaît où on peut avoir une carte. Donc, quand vous faites une randonnée en montagne, vous pouvez vaguement estimer qu'il va y en avoir pour 6 heures, c'est bien décrit, etc. Quand on s'en va dans des contrées qui sont mal décrites, où il n'y a pas de carte, on ne sait pas où sont les ponts, on ne sait pas comment on va traverser la rivière. Alors, c'est plus excitant parce que c'est un pays qui n'est pas connu, mais ce qu'il faut s'attendre, c'est à ce que ça ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire, vous vouliez traverser la rivière à un moment donné, il y a 3 mètres d'eau de plus que ce que vous pensiez, il va falloir faire 20 km pour faire le tour. Donc, c'est ça la recherche, c'est-à-dire que c'est une exploration sur un lieu intellectuel où personne n'est censé déjà être allé. Donc, on peut estimer les ordres de grandeur, mais de temps en temps, la manip, il va falloir la refaire 3 fois parce qu'il y a des détails auxquels on n'avait pas pensé, quoi. Plus les incidents, l'ordinateur qui ne redémarre pas, comme on parle Jennifer, vous avez toutes les machines qui sont derrière moi, c'est bourré d'ordinateurs. De temps en temps, il y a une petite lumière rouge qui est allumée, on ne sait pas pourquoi. Et puis, ça va pas, il va falloir 2 heures pour trouver pourquoi l'appareil est en panne ou il y a un truc qui a été déréglé, il y a un paramètre qui ne marche pas. Il y a un petit côté très agréable parce que, alors, parfois c'est très déprimant. C'est-à-dire que quand c'est parti pour ne pas marcher pendant 3 jours, le moral n'est pas bon. Mais quand ça marche bien, il y a pas mal d'adrénaline, hein. Il y a le côté excitant. Il y a d'autres métiers où c'est plus, je dirais, où ça va être toujours la même chose, quoi. Quand vous êtes dans une entreprise et qu'il faut veiller à ce que la production de peinture elle fonctionne, il y a 90% du temps où il ne se passe pas grand-chose, mais il faut être là. Par contre, on attend de vous plus de compétences quand ça va commencer à ne plus se passer du tout. Là, il y aura… Prenez le transport aérien, c'est pareil. Ça doit être vraiment barbant de piloter, de faire Paris-Berlin tous les jours, mais le jour où il y a un pépin, il faut réagir, quoi. Donc, ça dépend des métiers. D'autres questions? Allez-y, allez-y. Peut-être juste, je vais ajouter quelque chose si vous n'avez pas de questions. Je voulais juste vous dire que le doctorat, c'est pour devenir chercheur, mais qu'il n'y a pas que ça derrière une thèse. Moi, je me destine à essayer en tout cas de devenir chercheur, mais tous les doctorants, et c'est d'ailleurs une bonne partie des doctorants derrière ne vont pas devenir chercheurs comme Dominique l'est. Il y a plein d'autres options, notamment dans le privé, comme disait tout à l'heure Dominique, il a des personnes qu'il connaît qui ont fait des thèses et pour autant qui ne sont pas devenus chercheurs derrière, ils sont allés dans le privé. La tâche est un peu différente. On a beaucoup moins de liberté dans le privé, hein. C'est en tout cas ce qui est dit. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que je ne connais pas du tout le secteur privé, mais il ne faut pas voir la thèse comme forcément devenir chercheur. Vous pouvez aussi vous renseigner. Il y a plein d'autres choses à faire derrière. Comme le master, quoi. Il n'y a pas que la thèse derrière le master. Il y a plein d'autres possibilités. Et c'est pareil, la licence, il n'y a pas que le master derrière la licence, et ainsi de suite. Donc, chaque étape peut ensuite dériver sur plein d'autres choses. Là, on vous montre un parcours, mais c'est un parcours qui est le nôtre. Il y a plein de possibilités. D'ailleurs, Dominique a fait une école d'ingénieur. Il n'a pas fait un master. Donc, vous voyez, les options sont diverses et variées. Donc, vous inquiétez pas si vous vous lancez dans une voie. Si vous allez à la fac, par exemple, et ensuite ça ne vous plaît pas, et c'est pas grave. Il y a plein de
possibilité si vous allez dans un BTS. Vous n'êtes pas forcément obligé de devenir technicien à la fin. Il suffit juste de voir quelles sont les passerelles possibles entre chaque chose et puis aussi les débouchés. Les débouchés sont beaucoup plus larges que ce qu'on a tendance à croire. Voilà. Comment vous recrutez vos chercheurs? Le recrutement des chercheurs, c'est en fait quand les gens ont fait un doctorat, souvent ils vont aller faire un séjour dans un autre laboratoire pour 2 ans pour encore apprendre une nouvelle technique, etc. Et après, ils se présentent à des concours. Alors, je parle essentiellement des chercheurs dans le secteur public, que ce soit le CNRS ou le CEA, donc il va y avoir des concours. Et pas le CEA. Ce n'est pas un concours, mais il y a tout de même un processus de sélection. Oui, un processus de sélection et le CNRS, c'est plus un concours national. Alors, où en gros, il faut exposer ce qu'on veut faire et puis montrer qu'on est la bonne personne pour le projet. Donc, il faut qu'il y ait adéquation entre le candidat et le laboratoire. C'est-à-dire, le laboratoire va essayer de trouver un candidat qui colle bien, qui sait faire ce pourquoi il travaille. Et puis, le candidat va essayer de trouver un laboratoire qui a besoin de ses compétences. C'est un processus qui est un peu long parce que ça peut prendre 2 ans, 3 ans, trouver le bon poste, être prêt à faire ses valises à l'autre bout de la France. Ce n'est pas parce que vous avez fait une thèse à Grenoble qu'il faut rester à Grenoble. Peut-être qu'il va falloir aller à Lille parce qu'il y a une opportunité à ce moment-là. Alors, c'est clair que c'est, avant d'être stabilisé, je dirais que c'est à peu près 10 ans. Entre le bac et le moment où la personne a un poste permanent, c'est à peu près 10 ans. Donc, il y a un peu d'incertitude. Mais je ne suis pas sûr que dans le marché de l'emploi auquel vous allez être confronté, vous puissiez, en sortant d'un n'importe quel diplôme, avoir la certitude que vous allez avoir un CDI pour 25 ans. C'est malheureusement plus le contexte dans lequel on vit. Sur les 90 personnes, il y a combien de doctorants dans le… Alors, non, j'ai dit 90 chercheurs. On est à peu près 270 dans l'Institut, 280. Enfin, c'est un peu variable parce que ça dépend du nombre d'étudiants qu'on a. Des doctorants, on en a entre une douzaine et une vingtaine qui arrivent chaque année. Donc, au total, sur 3 ans, ça nous fait presque 60, entre 40 et 60 doctorants qui sont en même temps à l'Institut. Et après, il y a aussi tout ce qui est ingénieur, technicien, et il y a les métiers d'appui à la recherche aussi, que ce soit la qualité, la sécurité, la communication, la gestion, les RH. Tout ça participe à ce que l'Institut fonctionne bien. Vous avez une idée au total, avec les techniciens et les différents postes, combien de personnes vous recrutez chaque année? Alors déjà, il y a des fois des gens qui sont recrutés en CDD pour un projet qu'on sait qui va durer 2-3 ans. On ne peut pas se permettre d'embaucher en CDI. Ça dépend des années, ça dépend des métiers. Moi, je dirais que ça se situe 5-6 personnes par an à peu près. Non, peut-être plus. Pour des postes permanents, c'est le maximum à envisager. Oui, en permanent, oui. En permanent, c'est vraiment le maximum, je pense. Le maximum. Parce que pour donner un petit peu de visibilité à nos élèves après un BTS, ils peuvent éventuellement postuler en tant que technicien. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Dans l'équipe RMN, par exemple, on a eu une jeune femme qui a travaillé 3-4 ans dans une start-up. Elle est venue travailler chez nous pendant 2 ans, et après elle est repartie dans une start-up, elle est revenue. Donc, et elle avait à peu près le même profil. Elle avait fait un BTS ou un DUT, je ne sais plus, donc Bac+2, et donc avec ça… Nous, on publie… pardon. Vas-y. Je dis, on publie, quand il y a des offres d'emploi, on les publie sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. Et puis, bien sûr, c'est publié sur les sites de nos tutelles. Si c'est un poste qui est financé par le CNRS, ça va être mis en ligne sur les offres d'emploi du CNRS, par exemple. Vos élèves… On prend beaucoup de stagiaires aussi.
J'allais dire justement, nos élèves ont des stages à faire et ont souvent des difficultés à trouver des stages. Est-ce que vous avez des conseils ou des pistes à leur donner pour justement cette recherche de stage? Alors déjà, normalement, on met les offres sur notre site. Enfin, les instituts de recherche les mettent souvent sur leur site. Après, s'il y a un domaine qui les intéresse particulièrement, c'est de se renseigner sur les sites web et puis d'essayer de contacter la personne et de se faire connaître. Alors, un mail ne suffit pas parce qu'on est clairement débordé de mails toute la journée. On commence par le mail et puis éventuellement essayer d'appeler la personne, de rappeler, montrer sa motivation. C'est sûr que ça donne plus envie de prendre un stagiaire qui est motivé, parce que ça demande du temps aux chercheurs et d'encadrer les stagiaires. Un stage se fait toujours avec une convention de stage, c'est-à-dire entre l'organisme de formation et l'organisme de recherche. Donc, par exemple, quand en L3, Jennifer disait qu'il y a des stages qui apparaissent maintenant, donc l'université va faire une convention de stage avec le laboratoire de recherche. Mais il faut déjà que l'étudiant ait réussi à trouver le sujet de stage, à rencontrer la personne qui propose le sujet. Et puis, si ça a bien matché, ensuite, on passe à la convention. C'est vrai que c'est très dur de trouver un stage et je connais tout à fait cette difficulté parce que du coup, j'ai été en alternance et c'est vraiment dur. Essayez de ne pas forcément faire des demandes trop généralisées parce que du coup, quand on reçoit parmi nos milliers de mails une demande de stage un peu générale, on se dit, bon voilà, on ne va pas forcément prendre le temps. Si vous voyez une équipe, par exemple, ici, à l'IBS, qui vous intéresse, ciblez-la dans votre mail. N'envoyez pas forcément un truc IBS tous, qui me veut, quoi. Vous vraiment montrer que c'est le laboratoire, vous ne l'avez pas choisi par hasard parce qu'en fait, on reçoit vraiment beaucoup de demandes de stage. Et c'est vrai que, vous voyez, si vous faites un mail général, on en reçoit 10 par jour. Donc, on se dit, bon, il est un petit peu dépité, il ne trouve pas son stage, il arrose tout Grenoble. Et franchement, je l'ai fait aussi, hein, j'ai arrosé tout Lyon et tout Grenoble pour trouver mon stage. Hein. Je sais comme ça peut être dur. Mais en fait, c'est les mails ciblés. Donc, prenez le temps de regarder le laboratoire qui vous intéresse et d'écrire pourquoi ça vous intéresse. Et on se sent un petit peu plus concerné quand on reçoit une demande de stage ciblée, je dirais. Mais n'hésitez pas à arroser quand même, parce que c'est dur de trouver un stage et c'est vrai qu'il faut envoyer beaucoup de mails. Je pense que j'ai voulu changer de stage entre la première et la deuxième année de BTS et pour changer de stage, j'ai dû envoyer des centaines d'emails, réellement, quoi. Donc, allez-y, quoi. Espérez pas qu'à la première, même si c'est le labo qui vous fait le plus rêver, et j'ai fait ça moi d'abord, hein, j'ai envoyé au labo qui me faisait le plus rêver des trucs bien motivés, mais des fois ça marche pas aussi, donc il faut multiplier le nombre de demandes. Attendez pas bêtement, alors moi je veux vraiment ce stage, du coup j'envoie que à celui-ci, et puis alors le chercheur, ça a coulé au milieu de 1000 mails, et puis il vous répondra jamais, et vous attendez la réponse, et puis la date de début de stage avance, et puis après là vous êtes fichu, et voilà, vraiment faites des demandes motivées et à plusieurs labos, pas juste un qui vous plaît le plus. Bon, les questions se tarissent. On a été très contents de se rencontrer comme ça, même si c'est à travers la caméra. En tout cas, merci de toutes vos questions. Ça montre que ça vous a intéressé. Et puis, normalement, les années standards, on fait des ateliers sur place pour la fête de la science. Ça n'a pas pu être possible depuis 2 ans. Mais voilà, c'était une autre manière de toucher des gens qui étaient plus éloignés de Grenoble. Et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Merci beaucoup à vous, parce que je pense que ça a été effectivement très intéressant pour nos étudiants.
Donc, c'est une belle initiative, en tout cas, de nous avoir proposé cette visio. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.